95% de la surface terrestre se compose d'un désert aride où les précipitations sont quasiment inexistantes tout au long de l'année. Pourquoi avoir entrepris l'installation d'un immense réseau de canalisation en acier à travers un territoire presque totalement recouvert par le sable? On pourrait penser que l'approvisionnement en eau d'une nation entière dans de telles conditions climatiques est techniquement impossible. Mais l'Arabie saoudite a transformé cette contrainte naturelle en un projet d'ingénierie d'une ampleur inédite. Le pays a réussi l'exploit de concevoir un système de distribution massif qui puise ses ressources directement dans la mer Rouge pour assurer la survie de sa population. Chaque jour, des milliards de litres d'eau de mer sont aspirés par des complexes de dessalement aux dimensions colossales installés le long des côtes. L'équipement sépare progressivement le sel de l'eau liquide, une étape qui ne constitue pourtant que le début d'un parcours logistique complexe. Le liquide, une fois traité, est injecté sous haute pression dans des conduites tubulaires qui s'étendent sur des milliers de kilomètres à travers les dunes de sable. On voit comment les stations de pompage soulèvent l'eau pour la faire circuler dans ce réseau souterrain et aérien avec une régularité mécanique. Mais ce n'est que le début. Le transport de cette ressource vitale vers l'intérieur des terres représente un défi physique majeur pour les infrastructures en acier, qui doivent résister à des températures extrêmes et à la corrosion. La suite devient plus complexe avec la gestion des débits nécessaires aux besoins domestiques, agricoles et industriels du pays. À première vue, la construction d'une telle infrastructure semble simple pour un pays disposant de vastes ressources, mais en réalité, le processus de transformation chimique de l'eau salée en eau potable est ce qui impose le respect des ingénieurs du monde entier. On peut remarquer la précision des filtres et des membranes qui permettent d'extraire le sel à une échelle industrielle sans interruption. Tout se complique encore lorsque l'on considère l'entretien de ce fleuve d'acier invisible qui traverse les zones les plus inhospitalières du globe. Le fonctionnement quotidien de ces pipelines repose sur une surveillance constante de la pression et de l'intégrité des matériaux. La caméra glisse le long des structures métalliques qui protègent les vannes et les joints contre l'abrasion du sable soufflé par le vent. L'acier utilisé pour ces conduites subit des traitements spécifiques afin de supporter le poids des colonnes d'eau en mouvement perpétuel. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que de nouvelles extensions sont raccordées pour desservir les villes en pleine expansion au cœur du désert. La logistique de cette distribution s'appuie sur une planification rigoureuse pour que chaque litre atteigne sa destination finale sans perte significative. Le métal assure ainsi la stabilité d'un approvisionnement qui ne dépend plus des aléas météorologiques ou des nappes phréatiques limitées. C'est ainsi que ce réseau technique garantit la sécurité hydrique du territoire, ouvrant la voie au développement continu des activités humaines dans une région autrefois dépourvue de ressources d'eau douce. Le flux constant dans les tuyaux achève cette phase de distribution, assurant une transition invisible vers les réservoirs de stockage nationaux. 37 millions de personnes, c'est la population totale de l'Arabie saoudite, dont la quasi-totalité des habitants suit les préceptes de l'islam. On peut remarquer une concentration humaine particulièrement dense le long des côtes de la mer Rouge et du golfe Persique, tandis que le reste du territoire demeure une vaste étendue désertique presque totalement inhabitée. Pourquoi le pays doit-il investir des milliards de dollars pour générer la moindre goutte d'eau potable alors qu'il repose sur 40 trillions de litres de pétrole ? La suite devient plus complexe car, malgré cette richesse énergétique immense, la nature impose des contraintes climatiques extrêmes. Le territoire reçoit moins de 100 mm de précipitations par an, pendant que le thermomètre affiche régulièrement plus de 45 degrés Celsius durant la période estivale. Pour garantir la survie des populations dans un tel environnement, l'Arabie saoudite a déployé un réseau national de pipelines d'une envergure colossale. On voit comment des conduites en acier au carbone à haute résistance, dont les propriétés techniques sont identiques à celles utilisées pour le transport des hydrocarbures, sillonnent le désert. Le coût de construction de ces infrastructures atteint en moyenne 3 millions de dollars par kilomètre linéaire, sans compter les stations de pompage et les unités de dessalement dont le prix unitaire s'élève à des dizaines de millions de dollars. À première vue, l'approvisionnement en eau dans une zone aride semble impossible, mais en réalité, le royaume exploite une source quasi inépuisable, l'eau de mer. Ce n'est que le début du processus technique,
car cette ressource contient environ 3,5% de sel, une concentration trop élevée pour la consommation humaine ou l'irrigation des cultures. Le processus ne fait que prendre de la vitesse avec l'utilisation de technologies de dessalement avancées qui permettent de transformer cette barrière saline en une réserve illimitée d'eau douce. L'équipement sépare progressivement le sel de l'eau au sein de gigantesques usines situées en bordure de la mer Rouge. Chaque jour, une seule installation de ce type est capable de convertir 7 millions de litres d'eau de mer en eau potable de haute qualité. Le métal des canalisations transporte ensuite ce flux vital à travers le pays, consommant au passage une quantité d'énergie absolument massive pour maintenir la pression. La matière traitée quitte ainsi les stations côtières pour s'enfoncer vers l'intérieur des terres le long de cette chaîne de distribution. 1,80 m de diamètre, c'est la dimension impressionnante des segments de canalisation qui constituent le point de départ de toute infrastructure de transport d'eau transnationale. Pourquoi utiliser de l'acier au carbone à haute résistance pour un simple transfert de liquide? On pourrait supposer qu'un alliage standard suffirait pour acheminer de l'eau sur de longues distances. Mais en réalité, le matériau doit présenter des propriétés mécaniques identiques à celles des pipelines de pétrole et de gaz pour supporter les cycles thermiques extrêmes du désert et les pressions de pompage continues. Mais ce n'est que le début. Des plaques d'acier rectangulaires massives sont découpées selon des mesures calculées avec une précision absolue. L'épaisseur des parois atteint près de 25 mm, une dimension nécessaire pour garantir l'intégrité structurelle lors de l'enfouissement. On voit comment ces feuilles métalliques pénètrent dans une machine à rouler multi-axe. Les rouleaux exercent une pression progressive, courbant l'acier étape par étape, jusqu'à ce que les deux bords opposés se rejoignent parfaitement. La suite devient plus complexe. Une ébauche cylindrique prend forme, prête pour l'étape de soudage longitudinal automatisée. Une fois la jonction fusionnée, le tube passe immédiatement sous une ligne de refroidissement par flux d'eau direct. Ce processus permet de stabiliser la structure moléculaire et de réduire rapidement la température de la zone de soudure. On peut remarquer comment la vapeur s'échappe pendant que le métal refroidit uniformément. Tout se complique encore lors de la phase de finition. Les ingénieurs procèdent ensuite au meulage minutieux de chaque bord et de chaque angle du cylindre. L'équipement élimine progressivement toutes les bavures métalliques résiduelles pour garantir une géométrie parfaite avant les interventions suivantes. Chaque section mesure environ 12 mètres de longueur totale. Ce choix dimensionnel permet de limiter le nombre de soudures sur le terrain tout en conservant un gabarit gérable pour la logistique routière. Passage au niveau suivant. Les deux extrémités de chaque tuyau reçoivent un chanfreinage spécifique, créant des surfaces de contact biseautées idéales pour les futurs raccordements. Cette conception technique assure une étanchéité totale sous haute pression et une stabilité mécanique durable une fois l'installation enterrée. À première vue, le stockage semble être une étape secondaire, mais en réalité, l'organisation des lots est cruciale pour la traçabilité. Les tubes terminés sont déplacés vers une zone de stockage extérieure à ciel ouvert. Le métal se dépose en piles ordonnées par lots distincts, où chaque unité reçoit un marquage clair facilitant le suivi logistique. Des grues ou des chariots élévateurs soulèvent ensuite ces charges de plusieurs tonnes pour les déposer sur des véhicules de transport spécialisés. L'équipement de levage glisse avec précision pour éviter tout choc structurel. Les sections sont alors fermement arrimées pour empêcher toute déformation durant le transit sur les pistes accidentées. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Ces composants vitaux parcourent des centaines de kilomètres à travers des paysages arides jusqu'au site final de construction. Une fois arrivés à destination, les segments sont déchargés directement le long du tracé de la canalisation transfrontalière. Les équipes de soudage interviennent alors pour joindre les sections bout à bout dans leur position définitive. L'acier quitte ainsi la phase de fabrication pour entrer dans celle de l'assemblage final en plein désert. Le chemin de l'infrastructure continue sans hâte. 40 mètres de large, c'est l'envergure précise du corridor de construction qui doit être aménagé avant que le premier segment de conduite ne touche le sol. Pourquoi une telle préparation de surface est-elle indispensable pour l'intégrité structurelle à long terme? On pourrait supposer que le sable du désert offre une assise naturelle suffisante pour une structure métallique. Mais en réalité, sans un nivellement rigoureux et une stabilisation préalable du sable, le poids colossal des engins et les variations thermiques extrêmes
provoquerait des affaissements fatals pour la géométrie du pipeline. Le processus d'installation s'amorce véritablement dans de vastes parcs de stockage, disposés stratégiquement le long du tracé prévu. Ici, les sections de tubes en acier entièrement manufacturées sont regroupées méticuleusement selon leur diamètre, leur longueur et leur ordre précis d'intégration dans la ligne. Les équipes d'ingénierie procèdent à des inspections visuelles finales, où chaque détail compte, vérifiant la rectitude parfaite des parois, l'état d'intégrité du revêtement protecteur, ainsi que la validité des marquages d'identification. On voit comment l'organisation rigoureuse de ces zones de transit devient le moteur d'un flux de travail continu, limitant les retards coûteux et les erreurs de manipulation sous un climat hostile. Mais ce n'est que le début. Simultanément, des équipes d'arpentage déterminent le tracé exact de la conduite à travers l'immensité aride. En utilisant des systèmes de positionnement par satellite, des stations totales et des données topographiques complexes, l'alignement est matérialisé directement sur le sol par des piquets et des marquages à la peinture vive. Ce jalonnement garantit que la conduite emprunte le chemin le plus stable et le plus efficace, évitant soigneusement les sols instables, les zones de sable mouvant et les secteurs sujets à l'érosion. La suite devient plus complexe. Pour des réseaux s'étirant sur des centaines de kilomètres, la précision de ce routage est l'unique garant de la stabilité future de l'ouvrage. Avant que l'étape du tranchage ne puisse démarrer, le site de construction doit être intégralement dégagé et aplani pour permettre une circulation fluide de la machinerie lourde. Des routes d'accès temporaires sont ouvertes parallèlement à l'axe du pipeline pour accueillir le balai incessant des camions, des excavatrices et des unités de soudage mobiles. Dans le désert, la préparation inclut également des mesures de contrôle de la poussière et de stabilisation des sols afin de préserver une visibilité optimale et la sécurité du personnel. Tout se complique encore lors du passage aux opérations lourdes. C'est une étape fondamentale qui conditionne le bon fonctionnement de l'ensemble du processus de construction tout au long du projet. Une fois le tracé définitivement validé, de puissantes excavatrices à chenilles commencent à creuser la tranchée en suivant scrupuleusement l'alignement marqué au sol. La fosse est excavée avec une largeur et une profondeur calculées au centimètre près, offrant l'espace nécessaire au positionnement du tube et au remblayage ultérieur. Le sol extrait est trié directement sur place par les opérateurs. Le matériau jugé adéquat est conservé pour le recouvrement final, tandis que les terres inappropriées sont évacuées du site. On peut remarquer comment le maintien d'une profondeur constante prévient toute déformation mécanique de la conduite après son installation. Dans certains secteurs où la ligne doit franchir des terrains montagneux et escarpés, la méthode change radicalement. Des explosifs sont alors utilisés pour tailler des tranchées directement dans la roche solide, où des ingénieurs placent des charges contrôlées avant de les déclencher selon une séquence précise pour fracturer le socle rocheux. La détonation produit une cavité d'une profondeur et d'une largeur suffisantes pour loger la conduite en toute sécurité, là où une excavation mécanique classique serait impossible. Ce procédé permet de maintenir la progression à travers des paysages extrêmes, tout en gardant la structure enterrée et protégée. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Après l'excavation, le tube n'est jamais déposé directement sur le fond brut de la tranchée. Une couche de matériaux sélectionnés, généralement du sable fin ou de la terre tamisée, est étalée uniformément au fond pour créer un lit de pose. Cette strate permet de répartir les charges de manière homogène et réduit les concentrations de contraintes physiques sur l'acier. Le lit de pose est ensuite nivelé et légèrement compacté pour atteindre l'élévation requise par les plans techniques. Dans les terrains désertiques composés de sols meubles et secs, cette étape est cruciale pour assurer la stabilité de l'ouvrage sur plusieurs décennies. L'installation progresse à un rythme moyen d'environ 1,5 km par jour grâce à une organisation industrielle millimétrée. Des sections de tubes mesurant environ 18 mètres de long sont privilégiées afin de réduire le nombre total de soudures à réaliser sur le terrain. Ce choix impose toutefois des exigences extrêmement élevées en matière de levage, de transport et d'alignement durant toute la phase de construction. Sur le site de soudage, un collier d'alignement hydraulique interne est positionné à la jonction des tubes, se déployant avec des patins de serrage à 360 degrés pour maintenir les deux sections parfaitement concentriques. Une opération de soudage automatisée, soutenue par un effectif d'environ 80 personnes et des dizaines de machines spécialisées, est déployée sur le terrain.
Cette unité peut réaliser jusqu'à 150 soudures par jour sur des conduites de 42 pouces de diamètre. Une fois la soudure achevée, chaque jointure subit une inspection par ultrasons automatisé pour s'assurer de l'absence totale de défauts internes. L'équipement sépare progressivement les impuretés de surface par un sablage abrasif avant qu'une équipe ne procède à l'application d'un revêtement époxy liquide à plusieurs composants. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les segments assemblés sont ensuite descendus dans la tranchée à l'aide de tracteurs poseurs à flèche latérale, des véhicules spécialisés conçus exclusivement pour les conduites de grand diamètre. Plusieurs de ces engins opèrent en séquence le long du pipeline, soulevant chaque section de la colonne de tube à l'aide de sangles rembourrées et de câbles d'acier pour protéger le revêtement. La colonne de tube s'élève avec le sifflement de l'hydraulique et reste suspendue au-dessus du sol, pendant que les machines se déplacent lentement. Une coordination précise entre les opérateurs est essentielle pour éviter toute torsion, flexion ou contact brutal avec les parois de la fosse. Lorsqu'il est correctement aligné, le tube est descendu graduellement, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il repose au centre de la tranchée, sur le lit de pose préparé. On voit comment les arpenteurs surveillent en permanence l'élévation, la rectitude et la courbure naturelle de la conduite pour s'assurer qu'aucune contrainte résiduelle n'est introduite. Cette méthode autorise un placement rapide, contrôlé et hautement précis, ce qui la rend idéale pour les longs tracés rectilignes traversant les étendues désertiques plates. La suite devient plus complexe avec la phase finale de protection. Après le positionnement définitif du tube, la tranchée est remblayée en plusieurs couches successives. La strate initiale se compose de matériaux fins destinés à protéger le revêtement de la conduite, suivi par le sol précédemment excavé et trié. Chaque couche subit un compactage mécanique rigoureux afin d'atteindre la densité requise et de minimiser les risques de tassement futurs. Dans les conditions désertiques où la structure du sol peut être altérée par le vent et les écarts thermiques, un compactage adéquat est vital pour la longévité du système. L'acier ainsi enfoui est désormais protégé, prêt à remplir sa fonction pour les décennies à venir. Des milliers de litres d'eau de mer sont aspirés chaque minute depuis l'océan ouvert pour alimenter les installations de désalinisation en continu. Pourquoi établir un approvisionnement aussi massif et ininterrompu dès l'entrée du site? On pourrait penser qu'un pompage intermittent suffirait à répondre aux besoins de l'usine, mais en réalité, toute variation dans le débit d'entrée perturberait l'équilibre hydraulique complexe des membranes de filtration situées en aval. Les équipes d'installation positionnent d'abord de larges conduites d'aspiration à une distance précise du rivage, là où la profondeur garantit une eau plus propre. Les techniciens utilisent des grues de levage lourds montées sur des barges stabilisées ou des plateformes côtières pour manœuvrer les sections de tubes. On voit comment chaque segment massif est aligné avec une rigueur extrême avant d'être descendu lentement vers le fond marin. Mais ce n'est que le début. À mesure que la structure progresse vers la ligne de côte, les segments individuels sont assemblés les uns aux autres de manière séquentielle. Cette méthode de raccordement permet de former un conduit ininterrompu, capable de supporter des charges hydrauliques constantes et des pressions internes élevées. L'équipement de mesure laser vérifie l'alignement à chaque étape, car la suite devient plus complexe. D'apparence facile, la pose de ces tuyaux cache une exigence technique absolue, où la moindre déviation angulaire compromettrait l'efficacité du flux sur plusieurs décennies. La précision millimétrique du positionnement assure que la friction de l'eau contre les parois internes reste minimale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse, alors que les plongeurs et les robots sous-marins inspectent les jointures. Une fois l'assemblage intégralement terminé, la conduite d'admission reçoit des cadres de support structurels supplémentaires pour résister aux courants marins. Des ancres massives fixent définitivement l'installation au substrat rocheux du lit océanique, empêchant tout mouvement latéral sous l'effet de la houle. On peut remarquer comment les structures de maintien enserrent le conduit pour garantir sa stabilité permanente. L'eau brute commence alors son voyage vers l'intérieur des terres à travers ce tunnel artificiel sécurisé. Ce flux constant constitue la base de tout le processus de transformation ultérieure. La matière liquide quitte ainsi l'environnement marin, passant à un stade de préparation apaisé. 63 cm de diamètre, c'est la dimension précise de la conduite qui amorce le cycle en aspirant l'eau de mer depuis le large.
Pourquoi puiser cette ressource à plusieurs centaines de mètres des côtes? On pourrait penser que l'eau du littoral est plus accessible pour les pompes. Mais à cette distance, l'installation de barrières et de filtres d'admission permet d'isoler la prise d'eau des débris flottants majeurs et de protéger la vie marine contre toute intrusion accidentelle dans le système. Le débit atteint des volumes colossaux, soit plus de 10 000 litres par minute. Cela représente une capacité totale de 15 millions de litres extraits chaque jour des profondeurs océaniques. Des pompes d'une puissance extrême impulsent cette masse liquide vers l'usine de traitement avec une force constante. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer comment des organismes comme les méduses, les crabes ou de petits poissons tentent de s'infiltrer malgré les premières barrières de sécurité. Un écran massif bloque systématiquement tout élément dont le diamètre dépasse 4 mm et demi. À première vue, cette séparation mécanique semble rudimentaire, mais en réalité, elle constitue le rempart indispensable pour éviter l'obstruction des composants hydrauliques situés en aval. La suite devient plus complexe. Le flux traverse ensuite des tamis encore plus fins qui capturent les résidus solides restants, mais l'eau conserve une opacité marquée due aux sédiments en suspension. Le processus de filtration par gravité prend alors le relais dans des réservoirs spécialisés. L'eau s'écoule lentement vers le bas à travers des couches de sable superposées. Les espaces entre chaque grain de sable sont si minuscules que seules les molécules d'eau peuvent s'y frayer un chemin. Par un mouvement mécanique continu, le sable descend dans la direction opposée au flux liquide, forçant les particules de saleté à s'agglutiner à sa surface rugueuse. Tout se complique encore lors de l'étape de clarification chimique. On voit comment de larges pales remuent la solution pendant que l'équipement injecte du chlorure ferrique agissant comme coagulant et de l'hypochlorite de sodium pour la désinfection. Ces substances provoquent le regroupement des microparticules de sable et des déchets en amas plus volumineux nommés flocs. Ces derniers finissent par se déposer lourdement au fond de la cuve sous l'effet de leur propre poids. L'équipement sépare progressivement la majeure partie des impuretés, mais la limpidité reste insuffisante pour la phase de dessalement proprement dite. La suite devient plus complexe. La filtration à cartouche intervient comme l'ultime ligne de défense avant l'osmose inverse. On peut remarquer, à l'intérieur de chaque boîtier, des empilements de fibres compressées dont les pores mesurent entre 1 et 5 microns seulement. L'eau circule de l'extérieur vers le centre de ces cartouches, laissant derrière elle toute particule dépassant un dixième de l'épaisseur d'un cheveu humain. Dès qu'une saturation est détectée, les ingénieurs remplacent les filtres pour maintenir une efficacité opérationnelle maximale. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'eau se dirige maintenant vers l'étape la plus critique où le sel doit être arraché aux molécules liquides. Pourquoi est-il si difficile de séparer le sel de l'eau de mer? Les ions salins adhèrent fermement aux molécules d'eau par une attraction électrostatique puissante. Pour briser ce lien physique, le système doit générer une pression hydraulique démesurée capable de surpasser la pression osmotique naturelle. C'est le principe de l'osmose inverse, où l'eau est forcée à travers une membrane ultra fine, tandis que les impuretés sont rejetées. Des pompes centrifuges à haute performance assurent cette montée en charge progressive. Chaque étage de pompage augmente la pression de manière séquencée jusqu'à atteindre 60 bars à la sortie du dernier module. Cela correspond à 60 fois la pression atmosphérique terrestre. À ce stade, la force est telle qu'elle permet une séparation précise au niveau moléculaire, isolant le flux purifié des minéraux indésirables. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Bien que l'eau soit presque totalement dessalée, elle contient encore des traces d'ions et de microminéraux. Une seconde phase d'osmose inverse, équipée de membranes plus sélectives mais fonctionnant à une pression inférieure, affine le résultat. La conductivité électrique tombe à des niveaux extrêmement bas, signalant que l'eau a atteint un degré de pureté quasi absolu. Le liquide obtenu est d'une propreté exemplaire, mais il n'est pas encore prêt pour la consommation humaine. À première vue, une eau aussi pure semble idéale, mais en réalité, son potentiel hydrogène doit être ajusté pour garantir la sécurité des utilisateurs. Les techniciens ajoutent une solution équilibrante ou une faible dose d'acide pour stabiliser le pH dans une plage strictement définie. Le processus de reminéralisation intervient ensuite pour restituer les nutriments essentiels. Le magnésium et le calcium sont introduits avec précision afin de restaurer le profil minéral naturel de l'eau et d'améliorer son goût.
Cette étape augmente également l'alcalinité du liquide, le rendant plus sain et agréable au palais. On voit comment l'eau transformée quitte les installations pour rejoindre les réseaux de distribution modernes. Ces infrastructures alimentent les zones résidentielles de l'Arabie saoudite grâce à un maillage complexe de pipelines. Toutefois, cette prouesse technique implique des coûts de production très élevés, atteignant environ 5 $ par mètre cube. À titre de comparaison, ce même volume d'eau ne coûte que quelques dizaines de cents aux États-Unis. La matière traitée quitte l'usine, passant à un stade apaisé pour servir les besoins de la population.